Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue, 19h25 sur Sud Radio, les voix de l'environnement, ce soir avec Julien Lozano, fondateur de Wheezy. Julien Lozano, entrepreneur, et donc son petit bébé Wheezy, plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Bonsoir Julien Lozano, bonsoir à vous. Yves Contasso est avec nous, je suis ravi, ancien président de l'Agence parisienne du climat. Bonsoir monsieur Contasso, ça faisait longtemps, bonsoir. Bonsoir Philippe aussi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous présente Julien Lozano, Enchanté. les voix de l'environnement. Alors avec deux thèmes ce soir, on va débattre autour de ces deux thèmes. Dans un instant, restez avec nous. Le 30 km/h, on en a beaucoup parlé cette semaine. Le 30 km/h qui limiterait la pollution. Certains disent alors au contraire que ça risquerait de l'aggraver. On sera dans un instant, tiens, avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. C'est vrai qu'on a des études contradictoires. Certains nous disent que c'est une grande vertu pour lutter contre la pollution, d'autres nous disent le contraire. Quelle est la vraie vérité? On va en parler, en débat dans quelques instants, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qui vous a interpellé ces derniers jours? Évidemment, dans l'actualité environnementale, nos voix de l'environnement, la parole, Julien Lozano. Alors vous, c'est le stationnement payant pour les motards que vous êtes. Alors dans la capitale, mais attention, pas que, puisque plusieurs villes y réfléchissent, Julien. Oui, alors a priori, Lyon, Bordeaux et Strasbourg se posent aussi la question de faire payer ils vont y arriver, le stationnement des deux roues. Alors moi j'ai vu ça en fait ce matin, la mesure a été votée avant-hier. Elle entrera en vigueur dès le mois de janvier prochain. Les motos et les scooters devront donc payer 2 à 3 euros de l'heure pour se garer à Paris. Et seulement les deux roues électriques seront exonérées de ce parce que vous polluez, voilà. On vous punit parce que vous polluez. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est ce que j'ai vu, c'est que donc le prix de 2 à 3 euros, ça correspond à peu près à la moitié du prix d'un stationnement d'une voiture. Oui. Sauf que sur une place de voiture, on met quand même plus que 2 scooters. Oui, donc j'ai l'impression que ça sera plus rentable en fait de faire payer les motards ou les scooteristes plutôt que de faire payer les automobilistes. Alors les objectifs de la mairie de Paris ils sont très clairs, c'est lutter contre la pollution de l'air et le bruit qui est provoqué par les moteurs thermiques évidemment, mais aussi rendre une partie de l'espace public aux piétons et aux cyclistes. Alors tiens Philippe, j'étais très étonné par un chiffre. Est-ce que vous connaissez le nombre de places de stationnement en surface à Paris, c'est-à-dire hors les places qui sont en parking. En parking. Non, aucune idée. 130 000 places. Ah oui. Alors ce qui va un petit peu moins nous faire rire, c'est que la mairie de Paris cherche à en réduire plus de 50% sur la mandature qui arrive. Donc on va diviser par 2 le nombre de places de stationnement en surface à Paris. Alors plus de voitures, ça on le savait que c'était le cheval de bataille de Madame Hidalgo. Désormais plus de motos. Tiens Yves Contasso, vous êtes pour, j'imagine, c'est péjoratif, mais cette chasse aux voitures, cette chasse aux motos qui est faite? Moi, je suis surtout... Pas qu'à Paris, parce que beaucoup de villes y réfléchissent et vont le faire d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est une tendance qui dépasse largement et Paris et la France. On a la plupart des grandes capitales dans le monde et en Europe qui ont déjà pris des décisions extrêmement fortes et depuis très très longtemps. Je pense à Stockholm, évidemment à Londres, à Rome, enfin la plupart des grandes villes et des villes qui ne sont pas forcément des capitales ont réduit, voire interdit l'accès en tout ou partie de leur territoire aux voitures hors les riverains, évidemment, les véhicules de secours, etc. Donc c'est une tendance mondiale. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a vécu pendant 30 à 40 ans au moins le tout voiture partout. 97% de l'espace public parisien était réservé aux voitures. Donc on voit bien qu'il y avait une incohérence et une inégalité d'accès à l'espace public, et donc il s'agit de redonner de la place aux autres modes de déplacement. Donc ça, c'est la première raison. Et encore une fois, c'est mondial. La deuxième, c'est que maintenant, on se rend compte quand même que les déplacements en voiture individuelle ont un effet assez délétère sur la santé, notamment à travers la pollution atmosphérique, plusieurs dizaines de milliers de morts prématurées par an en France. Et donc, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Je pense qu'on y reviendra, parce que les voitures émettent du CO2, évidemment. Et donc, il était aussi important d'essayer de réorienter les modes de déplacement vers les transports collectifs ou les mobilités douces, pour réduire l'impact des déplacements sur le dérèglement climatique. Alors, évidemment... Et donc, de ce point de vue-là, le stationnement des deux roues motorisées qui, pendant très très longtemps, bien qu'interdit, était toléré sur les trottoirs, parce que la réglementation l'interdit. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait une tolérance
pendant très longtemps, eh bien, l'objectif, c'est qu'effectivement, les motos se garent sur la chaussée et non plus sur les trottoirs, et que de ce point de vue-là, il y a une égalité de traitement, quel que soit le mode de déplacement, entre ceux qui sont en 2 roues, 3 roues ou 4 roues, et qui payent l'usage de l'espace public. Alors voilà, donc dans la capitale et à venir dans d'autres villes, le stationnement des 2 roues sera désormais payant. On va parler évidemment, et on y vient tout de suite, aux 30 km/h. On en a beaucoup parlé cette semaine. Là encore, ça se passe dans la capitale. Alors il y a plus de 250 villes qui ont opté pour le 30 km/h. Par exemple Lyon, Montpellier. Le maire de Bordeaux, lui, ne cache pas son envie de faire passer sa ville à 30 km/h. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Parmi les vertus du 30 km/h, les vertus plébiscitées par les pros 30 km/h, évidemment, il y a la sécurité au volant, ça tout le monde est d'accord, mais également une vertu écologique, puisque 30 km/h, réduire la vitesse à 30 km/h permettrait de limiter la pollution. Est-ce que rouler à 30 km/h, c'est bon pour le climat? Yves Cara est avec nous. Bonsoir Yves Cara. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, je vous présente Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Alors, on les a lus, ces études, des études complètement contradictoires. L'une nous dit que ça pollue, l'autre nous dit que ça pollue pas. Qui croire, Yves Cara? L'association Respire, je vais vous dire. Je ne veux même pas parler de l'Automobile Club Association. J'ai fait une émission de télé il y a 2-3 jours où le représentant de l'association Respire lui-même, je le cite, et c'était en télé, tout le monde peut le voir, et il y avait David Béliard aussi, d'ailleurs après... Le maire adjoint de Paris, David Béliard. Le maire adjoint de Paris, tout à fait, écologique. Il a dit, il n'y a aucune étude aujourd'hui, aucune, qui prouve qu'il y a une réduction notable de la pollution en réduisant la vitesse dans les villes à 30 km/h. Je le cite. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ça a fini de vous convaincre, Yves Cara? Non, mais on peut se dire aussi que s'il y a un doute, s'il y a un doute que le 30 km/h effectivement réduit la pollution, pourquoi pas réduire la vitesse à 30 km/h si jamais il y a un doute, autant le faire. Non, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas d'étude, donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit doute. Il n'y a pas d'étude qui le prouve. Si, il y a eu des études, bien sûr. Il y a des villes qui sont passées à 30. Vous avez Oulin juste à côté de Lyon. Vous avez des villes. Ils ont fait des études. Et il n'y a aucune étude qui prouve que s'il y a eu baisse éventuellement de la pollution, c'était grâce au 30 km/h. Il y a plein d'autres facteurs. Donc voilà. Donc c'est quoi? C'est une fausse excuse? C'est une fausse excuse? Non, mais encore une fois, nous, Automobile Club, on n'est pas pour la vitesse à tout prix. On est pour les excès de vitesse et on est pour une vitesse adaptée aux circonstances. Et si, par exemple, au-delà de la pollution, on prend la sécurité routière. Nous, c'est notre cheval de bataille, c'est dans notre ADN. On n'est pas pour le tout radar, évidemment, mais on est pour la formation, l'éducation, l'information. Si je prends les chiffres de 2018 juste dans Paris, et ce sont des chiffres de la préfecture de police, la répartition des accidents selon les principales causes, l'excès de vitesse, et je dis bien l'excès de vitesse, rentre uniquement pour 16% des accidents. Il y en a eu 34 en 2018, mortels dans Paris. Donc voilà, encore une fois, même la Cour des comptes, vous savez, a épinglé l'idée qu'il faut arrêter d'investir massivement pour les radars contre la vitesse, pour réduire la vitesse des voitures en permanence, parce que c'était plus efficace. C'est la Cour des comptes qui l'a dit. Nous, on le dit depuis des années. Il y a bien d'autres choses pour lutter contre les accidents et la sécurité routière, notamment dans la moitié des accidents dans Paris, mais c'est vrai pour partout ailleurs, il y avait un excès d'alcool et de drogue, et de stupéfiants. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir cette obsession de la vitesse. 5 ans, alors, je ne dis pas qu'il faut rouler à 5 km/h en ville, on est d'accord, mais déjà dans Paris, on avait 60% de l'espace public qui était à 30. C'était déjà bien. Et franchement, quand vous prenez la route, moi je suis en moto, je suis en vélo, je marche, je suis en voiture, il y a des millions de déplacements à Paris en Ile-de-France. Par rapport au nombre d'accidents, c'est minime. Le risque zéro n'existe pas, même s'il faut y tendre au maximum. Mais par rapport aux millions de déplacements, franchement, on se fait un meeting quand on traverse, les gens s'arrêtent pour vous laisser traverser quand vous êtes piéton. Ça se passe vachement bien. Donc, créer de l'excès de peur et d'anxiété en disant « faut absolument réduire la vitesse de 50 à 30 parce que regardez, c'est une ville dangereuse », c'est créer de l'anxiété où il n'y en a pas. Et d'ailleurs, depuis lundi, alors je parle de Paris, mais apparemment c'était comme ça également les premiers jours à Lyon et Montpellier. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Peu de gens respectent pour le moment les 30 km/h. Lyon, Montpellier, Paris, désormais ce sera 30 km/h en ville. Vous êtes favorable, vous, Julien Lozano, ou pas? En tout cas, ce que je pense, c'est que ce sont les conséquences du fait de cette nouvelle règle des 30 km/h qui pourrait avoir un impact sur la pollution. C'est-à-dire que si maintenant la règle c'est de rouler à 30 km/h, alors peut-être que de prendre un moyen
de locomotion alternatif, transport en commun, devient plus rapide. Et donc je me pose la question, et peut-être que je laisse mon scooter ou ma voiture et que je choisis le bus ou le métro. Je pense que ce sont les conséquences qui vont avoir un impact positif. Est-ce que je suis pour la règle des 30 km/h? Et j'ai l'impression qu'à Paris, je roule rarement au-dessus déjà des 30 km/h, donc j'ai l'impression que ça ne va pas changer grand-chose dans mon quotidien en tout cas. Oui, alors ça, c'est dans les grandes villes, c'est dans les heures de pointe, effectivement, on roule parfois à moins que 30 km/h. Mais la nuit, par exemple, en soirée vers 22h ou vers 11h du matin, en général, ça roule bien. On est plus à 40-45 km/h. Est-ce que c'est pas plus dangereux et je vous donne la parole dans un instant, Yves Contasso, sur le 30 km/h. Yves Carra, est-ce que c'est pas finalement plus dangereux? On parle au niveau sécurité de rouler à 30 km/h. Ce qui est dangereux, ce sont tous les distracteurs. Dans les principales causes d'accidents, et j'y reviens, excusez-moi, mais c'est la préfecture de police, je prends les bonnes sources, refus de priorité entre voitures et avec les piétons, franchissement de feu rouge, conduite en état d'ivresse, je vous l'ai dit, changement de direction ou de fil dangereux parce qu'on ne l'a pas signalé. Donc voilà, c'est l'inattention qui est dangereuse. Rouler à 50 quand c'est possible, Parfois, vous avez une route, ou 50 km/h parce qu'il y a beaucoup de monde et puis vous avez peut-être une école qui est en train de sortir. Bon, c'est à 30 autour des écoles et tant mieux. Il faut faire attention, il faut juste adapter sa voiture, sa vitesse. Et franchement, moi je trouve que les Français le font plutôt spontanément et bien. On n'est pas tous des fous, on ne va pas tous se jeter dans un mur en roulant trop vite. En ville, on adapte bien, il faut faire confiance. Formation, éducation, information, c'est bien plus fort que de dire maintenant on va mettre tout le monde à 30 km/h. Franchement, 30 km/h, je ne veux pas dire que c'est intenable, c'est la loi, il faudra le faire, mais la moindre accélération, vous allez être à 35, peut-être 40. Vous n'étiez pas dangereux le dimanche, si vous l'êtes le lundi, c'est pas logique. En ville, sincèrement, moi, je trouve que ça se passe vachement bien et on a créé de l'anxiété là où il n'y en avait pas. Voilà, c'est vraiment le truc. Yves Contasso est avec nous, ancien président de l'Agence parisienne du climat. Qu'est-ce que vous répondez à Yves Carra, Yves Contasso? D'abord que le lobby automobile a toujours défendu qu'il ne fallait pas limiter la vitesse. Nulle part, jamais. Ça a toujours été son point de vue. Quand on est passé à 90 km/h sur les routes et 130 sur autoroute, c'était déjà le même discours. Quand c'est descendu sur le périphérique, on a eu le même discours. Donc c'est une espèce de rengaine comme ça, que la vitesse ne serait pas source d'accidentologie, alors que toutes les études montrent le contraire, évidemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous faites du vélo dans Paris, moi je me déplace à vélo, très franchement, quand vous avez des voitures qui roulent à 30 km/h, que vous êtes à 20 ou 25 km/h, vous avez une coexistence pacifique. Quand vous avez des voitures qui roulent à 50 km/h, le rapport de vitesse est évidemment beaucoup plus anxiogène quand vous faites du vélo. Et quand vous avez un bus qui vous double à 50 km/h dans un couloir de bus où les vélos circulent, je peux vous dire que l'effet de souffle est loin d'être négligeable. Et je vous invite à faire l'expérience si vous ne l'avez pas faite déjà. Donc, je crois que cette réduction de la vitesse, elle est extrêmement importante pour pacifier l'espace public. Alors, moi, je ne veux pas me battre sur la pollution parce que je ne crois pas que ce soit la priorité de cette mesure, la réduction de la pollution atmosphérique. L'impact sera sans doute relativement faible. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y aura un impact majeur. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça aura un impact sur le climat, dans une baisse des émissions de CO2, ça c'est absolument certain. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'effectivement les émissions de CO2 liées à la consommation évidemment d'essence avaient un impact, et donc plus on réduit, moins on consomme. Il y aura une plus grande fluidité, parce qu'il n'y aura pas ces phénomènes d'accélération, ralentissement qu'on connaît bien, et il y aura plus de sécurité pour tout le monde. Parce que, y compris, j'ai entendu ce que disait le représentant de l'Automobile Club de France, mais les distractions ont des conséquences beaucoup plus importantes quand vous êtes à 50 km/h que quand vous êtes à 30. Vous vous arrêtez beaucoup plus rapidement si vous avez eu quelques secondes ou nanosecondes d'inattention. Donc le risque, évidemment, est moins grand à 30 qu'à 50 km/h, notamment pour ceux qui ne sont pas en voiture, pour les piétons, pour les cyclistes, pour tous les autres usagers de l'espace public. Et vous verrez que partout, là encore, où ça s'est fait, dans toutes les villes où ça s'est fait, aucune ville n'est revenue en arrière. Aucune. Quelle que soit la couleur politique des représentants locaux. Jamais aucune n'est revenue en arrière. Donc, ça prouve bien quand même que là encore, ça fait partie de ces tendances mondiales qui vont vers l'apaisement
des modes de déplacement en ville. Et comme vous le disiez, si ça permet à des gens de se dire que on peut faire du vélo, on peut prendre des transports en commun, et que tout compte fait, on y gagne évidemment en termes de tranquillité, de sécurité et d'impact sur le climat, eh bien ça sera vertueux. Ouais. Alors on nous promet évidemment, alors la voiture électrique, on va en reparler, il nous reste 2 petites minutes, on va reparler de la voiture électrique, la transition avec la voiture électrique, il y a les trottinettes électriques, il y a le vélo évidemment, alors les Français adeptes du vélo et encore plus ces dernières années. Yves Cara et Julien Lozano juste après. Yves Cara, vous y croyez vous? Allez tiens, on se donne 10 ans, d'ici 10 ans, cette transition, dans 10 ans, vous pensez qu'il y aura des vélos, des trottinettes et des voitures électriques partout dans les grandes villes françaises? Alors juste une précision, je suis Automobile Club Association. Association, pas Automobile Club oui. de France. Hein, tout à fait. Pardon. Important, mais non, mais je vous en prie, il n'y a pas de souci. Je le précise. Non, mais encore une fois, il y avait 60. Je reviens juste sur le 30 km/h rapidement. Il y avait 60% de l'espace parisien qui était à 30 km/h. C'était super. On trouvait ça très très bien. Nous, Automobile Club, on n'en a jamais été contre autour des écoles, tout ça. Mettre à 100%, je reviens, c'est créer de l'anxiété là où il n'y en a pas, parce que tout se passe très bien. Maintenant, en ce qui concerne l'électrique, si on prend le projet global, c'est pas le moteur thermique qui est le problème, c'est le carburant. Évidemment, il faut sortir du tout pétrole, mais il y a le biocarburant, il y a le carburant de synthèse, vous avez le superéthanol qui est vraiment très très bien, vous avez l'hydrogène. L'erreur fondamentale de notre point de vue, je dirais du monde automobile, mais même des ingénieurs, hein, c'est imposer des normes, oui, bien sûr, même si on n'a jamais aussi bien respiré dans les villes, parce que le charbon, le chauffage au bois a tué des millions de personnes, on n'a jamais aussi bien respiré dans les villes. Respirons le mieux possible, c'est bien. C'est pas le thermique, c'est le pétrole. Une fois qu'on en sera sorti, ce sera très bien. Imposer des normes, c'est bien. Imposer une technologie tout électrique, ça c'est une erreur fondamentale, voire une faute. Ils auraient dû dire, voilà, on veut 100 grammes par kilomètre de CO2, vous vous débrouillez. Et les ingénieurs auraient fait le job, ça c'est sûr. Ouais. Et surtout au niveau européen, il faut uniformiser, parce que imaginez, parlons pas tellement des voitures individuelles, mais parlons des camions. On oublie souvent le fret. Un camion qui va faire France, Italie, Espagne. Imaginons, la France a choisi l'hydrogène, l'Italie a choisi le gaz, le biogaz, et puis je sais pas, l'Espagne alors a choisi le superéthanol. Mais ça va pas être possible. Il va bien falloir uniformiser tout ça. Et je peux vous dire que tout ne fonctionnera pas avec des batteries. C'est pas possible, c'est pas vrai. Il y a des lois physiques qu'on ne passera pas pour l'instant. On n'a pas de rupture technologique aujourd'hui suffisante pour dire les batteries, ça va être génial. Dans 10 ans, on saura faire. Donc il y aura un mix. Et puis ça coûte cher l'électrique, l'alternative des carburants que vous nous avez cité au moins. Oui, non, mais ça coûte cher aussi à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut sortir de cette idée qu'on remplacera le pétrole à 100% par des batteries. C'est faux. On ne parle que des voitures individuelles. On oublie malheureusement le fret, c'est important. Et pour revenir à ce qu'on disait. Alors très vite, Yves Cara. En 20 secondes, nous, Automobile Club, on ne veut pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres. On fait des stages de vélo pour apprendre aux seniors à circuler en toute sécurité. Mais simplement, on oublie tous les avantages d'un véhicule à 3 ou 4 roues et on ne parle que des inconvénients. Mais si les Français se déplacent majoritairement en voiture, d'abord ça rapporte des dizaines de milliards à l'État, et s'ils pouvaient le faire moins cher avec des transports en commun plus vite, mais on n'est pas idiots, hein, on l'aurait déjà tous fait. Simplement la voiture s'est imposée et la voiture thermique, c'est certainement qu'il y a beaucoup d'avantages. Il nous reste une petite minute, Julien Lozano. Le tout électrique. Moi, je trouve que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on voit ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, la ville s'est complètement transformée. La mobilité dans les villes s'est complètement transformée. Quand je sors de chez moi, je vois une trottinette, je vois un gyropode, je trouve ça extraordinaire et je suis pressé. Alors c'est mon côté entrepreneur, start-upper, mais je trouve que la tech apporte énormément de choses et j'ai hâte de découvrir les nouveaux modes de mobilité qui, j'en suis persuadé, vont arriver, vont émerger. Et on le voit déjà, les scooters partagés, les voitures partagées, le vélo électrique, non électrique, etc. Moi, ça me fascine un petit peu ces évolutions. Il faut que tout le monde puisse cohabiter ensemble, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Merci Yves Cara, porte-parole donc de l'Automobile Club Association. Merci à vous, mon cher Yves Cara. Vous restez avec nous, Julien Lozano, Yves Contasso, vous restez avec nous également. Les voix de l'environnement reviennent dans quelques minutes sur Sud Radio. Fraîcheur, pluie, comment expliquer cet été entre guillemets pourri? Pas dans toutes les régions, évidemment, qu'on a vécu alors que le climat s'est nettement réchauffé. Est-ce que c'est un répit dans le réchauffement climatique? On en parle dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez les voix de l'environnement sur Sud Radio, c'est la dernière partie. Julien Lozano est avec nous, entrepreneur, fondateur de la plateforme Wheezy, plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Et Julien Lozano, évidemment, qui s'intéresse à l'écologie, à l'environnement, au climat. Yves Contasso, ancien président de l'Agence parisienne du climat. Rebonsoir, mon cher Yves Contasso. On va parler du climat, évidemment, tout de suite. Il nous reste une dizaine de minutes. Ça ne vous a pas échappé. Alors, pas dans toutes les régions, évidemment, mais dans une grande partie quand même de nos régions en France. Il a plu cet été, il n'a pas fait très chaud. On a vécu, tiens d'ailleurs, l'été le moins chaud depuis 2014, l'été le plus humide depuis 2014. Une parenthèse après 6 étés très très chauds. Comment expliquer cette sensation entre guillemets d'été pourri alors que le climat s'est réchauffé? C'est un fait de ça que peu de gens contestent, en tout cas je l'espère. L'été que nous avons vécu est-il un répit dans le réchauffement climatique? Yves Contasso, alors je sais ce que vous allez me dire Yves Contasso, dans le sud de la France il a fait très chaud, vous avez raison. Mais quand même, majoritairement, enfin, si on fait un bilan cet été, il a fait moins chaud, beaucoup moins chaud que l'été dernier et beaucoup moins chaud que depuis 2014 en France. Yves Contasso. Oui, Philippe Rosset, vous avez tout à fait raison. Cet été a été pourri. Il n'y a pas d'autre mot pour beaucoup de gens. Et notamment pour tous ceux qui s'étaient dit, avec le réchauffement climatique, plutôt que d'aller dans le sud, je vais aller en Bretagne, je vais aller plutôt dans le nord de la France, et qui sont très déçus parce qu'effectivement, autant il a fait beau dans le sud, chance, j'étais vraiment dans le grand sud et donc j'ai eu un très beau temps, mais c'était pas le cas pour beaucoup. Mais ça s'explique très bien, c'est qu'il y a une différence essentielle entre le climat et la météo. La météo, c'est très ponctuel, très conjoncturel, et puis il peut y avoir des phénomènes totalement contracycliques, si j'ose dire. On l'a vécu hier à New York, avec ces phénomènes d'inondation, de pluie torrentielle, et on a vu ça dans beaucoup de villes il y a encore peu de temps. On a vu ça en Allemagne, en Belgique, effectivement, des inondations qu'on a peu l'habitude de voir l'été. On oublie que la plus grande inondation qu'il y a eu à Paris, c'est pas du tout en janvier 1910, c'était au XVIIe siècle et c'était à l'été. Mais on l'a un peu oublié parce qu'évidemment, Paris n'avait rien à voir avec ce qu'on a connu du point de vue de l'urbanisme au XXe siècle. Mais c'est la météo. Et la météo, ça s'explique aujourd'hui parce que l'anticyclone des Açores n'était pas présent, n'était pas à sa place, n'était pas aussi fort que d'habitude. Et là, il peut y avoir des explications que je n'ai pas à cette heure-ci, je le dis très, très modestement évidemment, qui pourraient être liées au dérèglement climatique, au fait que les courants marins ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient, notamment le Gulf Stream, qu'il y a des perturbations majeures des masses d'air et d'eau, etc., et que tout ça peut avoir un effet sur la météo qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas encore assez bien. Mais il n'empêche que l'année 2021, pour l'instant, est bien partie pour être la plus chaude qu'on ait jamais connue. Oui, c'est ce qu'on nous promet, c'est vrai. Voilà. Et préparez-vous ceux qui ne supportent pas la chaleur, mais préparez-vous à avoir une année très chaude, c'est vrai. Là, j'étais en train de relire pour un autre travail les prévisions de Météo France pour Paris pour l'année 2050. C'est 49 jours de canicule, probablement, tous les ans, à peu près, à la moitié du 21e siècle. 49 jours, vous imaginez. Donc là, on aura, je dirais, la démonstration, hélas, si rien n'est fait, du drame que ça va représenter, parce que évidemment ça sera extrêmement pénible. Ouais. Alors 2050 pour nous évidemment ça nous paraît très très loin, on n'y pense pas, mais ça arrive très très vite. Julien Lozano, la conséquence du réchauffement climatique, c'est aussi le dérèglement climatique, ça va de pair, non? Oui, j'imagine. Moi je donne mon exemple concret. J'ai passé mes vacances, comme je le fais chaque année, en Normandie. Alors c'est vrai qu'il a fait très beau cet été en Normandie. En comparaison des derniers étés, c'était catastrophique. Maintenant, il faut évidemment pas confondre la météo et le climat. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et je crois aussi que l'on a comparé cet été, qui certes n'était pas très bon, mais à des étés qui ont été exceptionnellement très chauds, voire je vais pas y arriver. Caniculaire, absolument. Donc voilà, il faut comparer ce qui reste. Donc finalement, c'est un été normal, finalement, en fait, cet été. Je pense que quand on regarde les moyennes, si on compare. Oui, j'ai l'impression que c'était un été a priori normal. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les climatologues, eux, pour faire des moyennes, ils prennent des tranches de 30 ans.
Voilà, donc c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose sur cette année qui est un épiphénomène qu'on peut en tirer des conclusions, et encore moins sur le réchauffement ou sur le dérèglement climatique. On est tous d'accord quand même pour dire qu'il y a un réchauffement climatique. Non, je dis ça, Yves Contasso, parce que évidemment, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de sceptiques. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Non, c'est faux, Yves Contasso. Il y a encore quand même des personnes qui contestent, qui rejettent cet argument du réchauffement climatique. Yves Contasso. De moins en moins. De moins en moins sur le réchauffement. Mais beaucoup nient encore l'origine de ce réchauffement et le fait que ce soit l'activité humaine au sens large qui soit à la base de ce réchauffement. Et je lisais encore hier à la tribune du président d'un grand parti de droite en France, M. Jacob, qui disait « mais la science va tout régler ». Or, on le sait bien, la science ne peut pas tout régler. Et il faut effectivement qu'il y ait de la recherche, mais ça ne suffira pas. Il faut aller beaucoup plus loin et changer nos comportements, changer le gâchis absolu de consommation d'énergie tel qu'on le connaît aujourd'hui. La moyenne dans les bureaux en plein hiver, c'est encore 26-27 degrés. Ça n'a aucun sens. Les surconsommations avec des véhicules qui continuent à consommer 7, 8, 10 litres au 100, alors que techniquement, on sait faire des véhicules qui consomment 2 ou 3 litres au 100. C'est tout ça qui est en cause aujourd'hui. Et Internet, alors Internet, les mails, on envoie beaucoup de mails. Tiens, entrepreneur, Julien Lozano, j'imagine que vous envoyez énormément de mails. Oui, on sait aujourd'hui que ça consomme énormément parce que les data centers consomment beaucoup d'énergie. Il faut les refroidir et donc, évidemment, ça consomme. Moi, je voulais revenir sur quelque chose qui m'a vraiment interloqué cet été. Ce sont les pluies artificielles à Dubaï. Ouais. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que monsieur disait tout à l'heure, on ne pourra pas tout régler avec la technologie. On voit bien que même à Dubaï, il fait extrêmement chaud. À Dubaï, il fait extrêmement chaud. Il a fait encore plus chaud cet été, jusqu'à 50 degrés. Donc, pour rafraîchir les habitants des Émirats arabes, ils ont donc décidé de créer de la pluie artificielle. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un avion qui va relativement haut. Il lâche des drones. Et puis... Avec des courants électriques, ils arrivent à générer effectivement des pluies. La problématique, et il y en a plusieurs, la première, c'est qu'ils ne savent pas si ça va marcher ou pas, et quand ça marche, ils ne savent pas combien de temps ça va durer, ni la quantité de pluie qu'il va y avoir. Donc, ce qui s'est passé cet été, c'est qu'ils ont créé des pluies diluviennes, et évidemment, les infrastructures à Dubaï ne sont pas du tout adaptées pour recevoir cette pluie, donc ça crée des inondations, et puis ça crée aussi des personnes qui sont en voiture, qui n'ont jamais vu la pluie, pour certains, depuis 10 ou 15 ans, et qui sont complètement perturbés. Voilà, absolument. Donc on voit bien que... effectivement, la tech, et même en tant qu'entrepreneur, ne pourra évidemment pas tout résoudre. Là, on joue aux apprentis sorciers. Alors, vous êtes sceptique, on n'est pas du tout certain que les pluies soient liées à cette expérience. Il n'y a pas de certitude du tout. On ne sait pas si c'est purement le hasard ou si ça a eu un effet. Ouais. Dites-moi, Yves Contasso, est-ce que vous êtes pessimiste, vous, quant à l'avenir? Alors, on ne va pas parler de la France, mais on va parler en globalité du monde, de la planète, puisque le réchauffement climatique, ça concerne la planète entière. Est-ce que, selon vous, les dirigeants de la planète ont vraiment pris conscience du réchauffement climatique? Mais je crois que la seule question... Et agissent surtout, parce que c'est bien de prendre conscience. Oui, bien sûr. Mais beaucoup ont conscience qu'il faudrait faire des choses. Mais énormément d'entre eux n'ont pas le courage de le faire. C'est ça. En privé, ils reconnaissent qu'il faudrait agir. Et puis quand il s'agit de passer à l'acte, alors là, c'est courage fuyant. On l'a vu en France avec la conférence citoyenne pour le climat qui avait fait des propositions et quasiment aucune n'a été reprise réellement. Il y a eu des espèces d'effets d'annonce, on a repris à la marge quelques propositions, mais rien n'a été fait. Prenons l'exemple de l'avion. On sait très bien que dire qu'on ne va pas supprimer les vols alors qu'on pourrait le supprimer quand on peut faire le même trajet en 2h30 ou 3h, c'est pas sérieux quand on voit l'impact de l'aérien. Donc il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas mises en œuvre par manque de courage. Alors il y a effectivement souvent un deuxième élément qui n'est pas pris en considération, c'est l'alliance entre les questions environnementales et les questions sociales. Parce que malheureusement, très souvent, on a des technos qui disent il n'y a qu'à Faucon, on prend une décision. Typiquement, on l'a vu au moment de la taxe carbone et on n'a pas du tout accompagné le processus. Or, on ne peut pas, sauf à tomber dans l'environnementalisme autoritaire, mais ça, je pense que peu d'écolos sont pour cette logique-là, eh bien, il faut conjuguer la dimension sociale et la dimension environnementale. Or, ça n'est pas si compliqué que ça. Quand on voit qu'on est capable de donner 40 milliards pour le CICE, eh bien, on pourra donner quelques centaines de millions
pour accompagner les gens dans la transition énergétique. Moi qui m'occupe beaucoup de la rénovation thermique des bâtiments, c'est une catastrophe au rythme actuel. Il nous faudra plus d'1 siècle pour y arriver. On ne sera pas du tout à l'échéance en 2050 comme c'est prévu. Ouais. Merci à vous Yves Contasso, ancien président de l'Agence parisienne du climat. Merci à Julien Lozano, entrepreneur, fondateur de Wheezy, la plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Dans quelques instants, c'est le Loft Musique avec Yvan Cujouz. Les 3 cafés gourmands, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas Yvan Cujouz va vous présenter ce groupe qui a été fondé il y a quelques années. Mylène Madria, Sébastien Gorcerol et Jérémy Poli, les 3 membres de 3 cafés gourmands qui seront dans quelques instants avec notre ami Yvan Cujouz pour le Loft Musique. À tout de suite.